l'absence de Jack London, l'auteur de Gros Blanc. Ouf, ouf. Le 12 janvier 1935, deux petits rats perturbent le spectacle d'Isadora Cassoulet. Elle n'y voit que du feu. Et demain est un autre jour. Les titres du journal Mission de la dernière chance pour le secrétaire général de l'ONU qui rencontre actuellement Saddam Hussein à Bagdad. Bagdad qui annonce une réunion extraordinaire du Parlement irakien lundi, soit donc à la veille de l'ultimatum fixé par l'ONU. Un peu partout dans le monde, les pacifistes ont manifesté leur hostilité à la guerre, manifestation imposante à Paris où les organisateurs affirment avoir rassemblé 200 000 personnes. Situation toujours très tendue en Lituanie où l'armée rouge investit les uns après les autres les bâtiments publics de la capitale. Madame, Monsieur, bonsoir. Porteur des derniers espoirs de paix de la communauté internationale, le secrétaire général de l'ONU est arrivé cet après-midi à Bagdad pour une ultime rencontre avec Saddam Hussein, voyage qualifié de mission impossible par la plupart des journaux français et internationaux. C'est tout un symbole. Monsieur Pérez de Cuellar, en arrivant à Bagdad, a pratiquement croisé les 6 derniers diplomates encore en poste dans la capitale irakienne, diplomates américains bien sûr, qui ont donc regagné les États-Unis aujourd'hui. Sur place, pour Antenne 2, Patrick Chacoste et Jean-François Hoffmann. L'émissaire de la paix est Tarek Aziz dans la mêlée. L'arrivée à Bagdad de Pérez de Cuellar, filmée par plus d'une centaine de journalistes, a failli mal tourner. Malgré tout, le secrétaire général de l'ONU espère encore se faire entendre. C'est comme d'habitude un message de paix. Vient ici de façon à obtenir, si possible, une solution pacifique de la situation à laquelle nous faisons face maintenant. Monsieur Pérez de Cuellar et Tarek Aziz, après plus de 2 heures d'entretien, sont en train de dîner ensemble derrière moi à l'hôtel Rachid. Quelles sont les chances de la mission de Monsieur Pérez de Cuellar? On le sait, il n'a aucun mandat pour négocier. Tout ce qu'il peut, c'est écouter d'éventuelles propositions irakiennes et venir en référer lundi soir dès son retour à New York devant les 15 membres permanents du Conseil de sécurité et là, peut-être, obtenir un délai, repousser l'ultimatum. Mais les Américains le voudront-ils? Ce matin, le chargé d'affaires, Joe Wilson, quittait définitivement Bagdad. Un départ très mélancolique. Mais est-ce que vous êtes déçu de partir comme ça? Non, je suis pas déçu. Enfin, je peux vous dire tout simplement que je crois qu'on a fait tout le maximum et qu'on n'a pas encore terminé avec la diplomatie. Oui? Oui. Mais quand même, c'est un petit peu un échec de partir. Voilà. Joe Wilson est triste. Il quitte des amis irakiens, mais aussi des diplomates comme le chargé d'affaires français. Après des mois de tension, après avoir réussi à faire libérer les otages, ils tournent en rond dans l'aéroport Saddam. Ils ne se décident pas à passer dans la zone d'embarquement. Je cherche Abbas. Il nous a dit vouloir vite revenir pour reconstruire les liens entre les Irakiens et les Américains. Joe Wilson est triste. Il a dans sa poche le petit drapeau de sa voiture. Celui de l'ambassade, il l'a laissé à Bagdad. Et vous, toujours pas d'instruction? Non, mais j'attends pas d'instruction. Qu'est-ce que vous attendez? Le président Mitterrand a dit avant-hier, il me semble, que la France travaillerait jusqu'à la dernière minute pour essayer de sauvegarder la paix. Alors je travaille jusqu'à la dernière minute. Voilà. Les ambassades de France et d'Irlande sont les dernières des pays occidentaux à rester ouvertes. Voilà, et puis Jacques Merlino, on a appris que le Parlement irakien a été convoqué en session extraordinaire lundi, donc la veille de l'ultimatum de l'ONU. Est-ce que cela veut dire, il faut rester prudent bien sûr, est-ce que tout de même cela indique un signe d'espoir? Eh bien, peut-être. En fait, à 3 jours de la fin de l'ultimatum, deux hypothèses sont essentiellement retenues.
L'une est liée à ce que vous venez d'annoncer, c'est-à-dire la convocation lundi matin du Conseil national irakien en session extraordinaire. Il se pourrait que ce soit là que Saddam Hussein fasse annoncer qu'il est prêt à se retirer du Koweït sous certaines conditions, des conditions dont il s'est entretenu aujourd'hui précisément avec M. Pérez de Cuéllar. Ce pourrait être l'acceptation de la mise en place de casques bleus de l'ONU offrant une garantie et une protection pendant le retrait des soldats irakiens. Une précision sur ce point, on estime à 2 ou 3 semaines le temps technique pour un retrait en bon ordre de l'armée irakienne. Une telle décision offrirait donc un délai supplémentaire à Saddam Hussein, délai qui pourrait être utilisé pour tenter de négocier des compensations. Alors l'une d'elles serait sans doute l'engagement de convoquer, mais pour plus tard, une conférence internationale sur le Proche-Orient. L'autre hypothèse est beaucoup plus radicale, c'est la très forte probabilité pour que le conflit soit déclenché dans les minutes qui suivent la fin de l'ultimatum, si aucun geste ne vient de Bagdad. Je vous rappelle qu'en heure française, cela donne mercredi 16 janvier, 6 h du matin. Merci Jacques. Et puis une précision, la rencontre tant attendue entre Saddam Hussein et Pérez de Cuéllar n'aura lieu que demain. Pour l'instant, M. Pérez de Cuéllar a rencontré M. Tarek Aziz, ministre irakien des Affaires étrangères. En cas d'échec de la mission du secrétaire général des Nations Unies, la communauté européenne n'exclut pas un ultime voyage à Bagdad avant mardi soir. D'autre part, Mikhail Gorbatchev a informé officiellement George Bush de ses idées pour tenter d'éviter une guerre. Le numéro 1 syrien qui a reçu cet après-midi James Baker à Damas, le président Hafez al-Assad, a lancé aujourd'hui un appel fraternel, entre guillemets, à son homologue irakien Saddam Hussein pour qu'il retire ses troupes du Koweït et évite, je cite, à l'Irak et au monde arabe les dangers d'une guerre destructrice. Le numéro 1 syrien a promis à Saddam Hussein que si l'Irak était attaqué après un éventuel retrait du Koweït, la Syrie combattrait à ses côtés. À l'image de l'opinion publique, les parlementaires américains sont très divisés sur la question d'une guerre éventuelle avec l'Irak. Le Congrès, le Parlement américain, débat depuis 2 jours maintenant de l'opportunité de donner le feu vert officiel à George Bush pour l'épreuve de force, après le 15 janvier bien sûr. Le Sénat a rejeté tout à l'heure une première résolution demandant une relance de l'action diplomatique. Le Congrès devrait donc voter très prochainement, peut-être dans les prochaines minutes, un texte autorisant le président à recourir à la force. Tout de suite, le point avec notre correspondant à Washington, Jacques Abouchard. Qui a le droit de déclarer la guerre, le président des États-Unis ou le Congrès? Vieille querelle constitutionnelle entre la Maison-Blanche et les élus. Ce droit appartient au Congrès, ont décidé les députés de la Chambre des représentants au cours d'un vote acquis par 301 voix contre 131. Mais députés et sénateurs devaient répondre à 2 autres questions cruciales. Faut-il autoriser une guerre contre l'Irak dès le 16 janvier, ce que demande George Bush, ou au contraire s'en tenir aux sanctions dans l'immédiat? Les sanctions sans menace militaire effective n'auront aucun effet sur Saddam Hussein, estime le leader républicain Robert Dole, un allié de George Bush. L'usage de la force pour chasser Saddam Hussein du Koweït pourra devenir indispensable, mais en dernier ressort, riposte le chef de file démocrate Mitchell. Finalement, le Sénat rejette cette position défendue par les éléments les plus libéraux par 53 voix contre 46. Je regrette ce vote, mais notre cause n'est pas perdue, commente à chaud le sénateur Edward Kennedy, déçu par le résultat. Avec nous en direct de Washington, Jacques Abouchard. Alors Jacques, est-ce que ce dernier verrou avant un éventuel recours à la force va sauter dans les prochaines minutes? Eh bien oui, parce que pour confirmer le vote du Sénat, il y a eu, depuis quelques minutes, un vote de la Chambre des représentants qui va dans le même sens, c'est-à-dire qui réclame qu'il y ait plus que des sanctions. Et ce vote a été acquis par 250 voix contre 183. C'est donc une nouvelle déception pour les éléments libéraux. Maintenant, on attend pour les prochaines heures le vote dont vous parliez tout à l'heure, qui autorisera formellement le président George Bush à lancer ses forces dans la bataille, s'il le juge utile, à partir du 16 janvier à 0 heure. Et les pronostics sont que ce vote sera serré au Sénat, mais que ça passera quand même en faveur de la Maison-Blanche. Merci Jacques donc pour cette analyse. Nous vous retrouvons dans le dernier journal. À ce moment-là, le vote sera sans doute intervenu.
En attendant, la machine de guerre américaine se met en place inexorablement. Le porte-avions Midway vient d'entrer dans les eaux du Golfe en compagnie de 2 croiseurs, de 2 contre-torpilleurs et de 3 autres navires. Au total, près de 10 000 soldats. La plupart des ressortissants étrangers continuent de quitter la région. Le gouvernement de Londres a invité les Britanniques à quitter Israël et la plupart des entreprises occidentales ou japonaises évacuent leur personnel travaillant dans le Golfe. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux en Arabie, Pascal Guimier. C'est la rentrée au pays. Les femmes et les enfants d'abord. L'ambassade de France a donné des ordres, école française fermée à la hâte et rapatriement des familles sur la pointe des pieds. J'ai 2 jeunes enfants qui ont 11 et 5 ans, donc je suis obligée de rentrer. Les Saoudiens expliquent aux Français que c'est dangereux de rester. Non, non, c'est pas les Saoudiens. Non, non, c'est les Français, ça vient de l'ambassade de France. On ne peut pas conduire, on ne peut pas prendre une voiture, donc s'il se passe quelque chose, on doit attendre à la maison que le mari vienne nous chercher, et puis c'est un peu difficile, alors il vaut mieux que j'attende en France. Les hommes, on arrivera toujours à partir ou dans le désert ou à trouver une solution quelconque. Si vous voulez, il y a un effet de cumulatif, c'est-à-dire il y en a un qui part, donc si lui il est parti, il faut que moi je parte. Vous voyez, il y a une panique un peu généralisée, pas de panique, mais enfin une réaction de masse. Car les maris, eux, restent et veulent rester en Arabie. Contrats locaux à tenir, employeurs saoudiens à ménager. Bon gré, mal gré, aujourd'hui, 145 inscrits, direction la mère patrie, un vol dit régulier. Sans doute le dernier Riyad-Paris avant un éventuel conflit. On s'en remet ainsi à la grâce de Dieu. Ici, on dit Inch'Allah. Je vous le disais, le gouvernement de Londres a invité les citoyens britanniques à quitter Israël. Saddam Hussein n'a jamais caché son intention de prendre l'État hébreu comme première cible en cas d'attaque. À 13h, nous avons évoqué avec nos envoyés spéciaux l'état d'esprit des Palestiniens des territoires occupés. Ce soir, le reportage d'Aubery Edler et de Yann Jikel chez les colons implantés dans les territoires occupés. Hébron est sans doute l'une des villes les plus symboliques de Cisjordanie. La légende y a fait naître Adam, l'histoire y souligne le séjour d'Abraham, l'ancêtre commun des Juifs et des musulmans. C'est peut-être pour cela que l'intifada est ici depuis 3 ans particulièrement vivace. Les échauffourées y sont fréquentes, les accrochages quotidiens. Presque accolée à la ville, la colonie de Kiryat Arba, la ville des 4 en hébreu, le premier nom d'Hébron rapporté par la Bible. Créée en 71, cette implantation juive rassemble aujourd'hui plus de 5000 personnes. Une population particulièrement sectaire, militante en majorité du Gouche Émonim, un parti extrémiste religieux. À Kiryat Arba, depuis 20 ans, plus encore avec l'intifada, on vit dans la peur et dans la haine. Et la crise du Golfe n'a fait qu'aviver la volonté courageuse et fanatique à la fois de ne jamais céder un pouce de cette terre difficilement arrachée aux territoires occupés. Les Juifs et les Arabes se sont toujours battus pour cette terre. Nous avons déjà eu plusieurs guerres ici et elles ont toujours profité à Israël. De toute façon, personne, même pas le gouvernement, ne pourra nous obliger à partir. Ce ne sont pas les territoires occupés, mais la Judée-Samarie. Même détermination, même intransigeance chez les colons. Les mitnahalim, ceux qui essaiment, comme les appelle la Bible, craignent bien sûr la guerre, mais espèrent parfois en même temps qu'elle leur permettra de régler, à leur manière, le problème palestinien. Moi, je serais très content d'appliquer les résolutions de l'ONU sur la Palestine. Mais ici, il n'y a pas de territoires occupés, mais seulement des territoires libérés. Qu'il y ait la guerre ou pas, la seule chose est de savoir à quel prix les Palestiniens accepteront d'être transférés dans un autre pays. Mais s'ils profitent de la crise pour se soulever, cela nous donnera l'occasion, avec l'armée, de régler ce problème une bonne fois pour toutes. Et c'est peut-être bien ici le premier danger de la crise du Golfe, l'embrasement des territoires occupés, avec d'un côté une communauté palestinienne plus déterminée que jamais, et de l'autre des colons prêts à aller jusqu'au bout pour éviter toute négociation. Alors que les diplomates de tout pays tirent leur dernière cartouche, on assiste un peu partout à la mobilisation générale de ceux qui ne veulent pas entendre parler d'une guerre. De très nombreuses organisations ou associations appelées cet après-midi à manifester pour la paix. Reportage Gilles Leclerc et Christophe Tortora sur les 2 manifestations organisées cet après-midi dans la capitale. Place de la Bastille, Saint-Augustin, ils sont des dizaines et dizaines de milliers à défiler dans les rues de Paris. Un seul mot d'ordre, non à la guerre. Un slogan rassembleur pour les manifestants,
par une foule organisée ou pas, témoin d'un rendez-vous grave et d'une période sans doute historique. Pas d'incident au début du parcours, on préfère parfois se moquer ou bien alors témoigner en uniforme. Parce que cette guerre, c'est la guerre des dollars, des compagnies pétrolières américaines, et c'est pas notre intérêt au peuple français d'aller là-bas. Cet après-midi, sur les grands boulevards, 78 organisations appelaient à manifester, associations souvent diverses. Toutes celles et tous ceux qui participent aujourd'hui à cette manifestation disent au président de la République, vous devez mettre tout en œuvre, et la France pèse d'un poids particulier, n'est-ce pas, pour résoudre le problème qui est posé autrement que par la guerre, c'est-à-dire par la négociation. Écoutez, je crois que jusqu'au dernier moment, il faut croire à l'impossibilité de la guerre, même si on peut être pessimiste. Et je crois que par tous les moyens, il faut s'opposer à cette guerre, et notamment c'est la tâche des soldats de s'y opposer, de refuser de partir. C'est l'aventure la plus meurtrière et la plus folle qui soit. Un peu plus loin, place de la Madeleine, un autre défilé est convoqué à l'appel du forum qui regroupe des intellectuels, des Verts, mais aussi d'autres, plus anonymes. Je pense qu'on peut aussi tuer la guerre. En fin d'après-midi, une délégation ne pouvant rencontrer François Mitterrand refusait d'être reçue alors par un conseiller du chef de l'État. Peu de temps après, plusieurs incidents, dont quelques-uns très vifs, éclataient dans le quartier de l'Élysée. Et vous les ramenez ici! Commentaire de Pierre Mauroy, ceux qui parlent de Jaurès en parlent assez mal, car Jaurès a toujours estimé nécessaire une instance internationale qui fasse respecter le droit. Le premier secrétaire du PS ne conçoit pas, je cite toujours, que ceux qui ont vécu Munich puissent accepter de voir bafouer le droit international. La paix, oui, mais pas la paix qui servirait la dictature. Au même moment, une manifestation pacifiste rassemblait environ 5000 personnes dans les rues de Lille, dont Pierre Mauroy est le maire. Défilés identiques ont eu lieu cet après-midi dans la plupart des grandes villes de France.